Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes. Et cette fois-ci, je vous emmène un peu plus loin que d'habitude. On quitte les montagnes pendant quelques minutes, peut-être une heure ou plus. Direction le Japon, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un studio qui, très honnêtement, a bercé mon enfance et peut-être la vôtre aussi. Tout commence le 23 janvier 1948. À l'époque, le studio s'appelle Nihon Doga, dans un Japon encore marqué par l'après-guerre où tout est à reconstruire, y compris l'industrie du divertissement. Quelques années plus tard, en juillet 1956, ce studio est racheté par la Toei Company et devient Toei Doga. L'ambition est claire, créer un équivalent japonais de Disney, capable de produire des films d'animation à grande échelle et de rivaliser avec l'Occident. Avec le temps, le studio prendra le nom de Toei Animation à l'international, et ce qui n'était qu'un projet ambitieux va peu à peu se transformer en véritable empire. Et derrière eux, il y a des souvenirs, des émotions, et surtout des œuvres qui nous ont tous marqués, Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon, Senseiya, et la liste est encore longue. Mes invités pourront vous en parler. Des transformations interminables, des combats mythiques, des personnages qu'on n'oublie jamais. Alors aujourd'hui, pour en parler, je reçois pour la première fois dans le Clap dans les Alpes, Suspi en Technicolor. Bonsoir Suspi. Ah, bonsoir, oui, c'est ma première fois. Voilà. Avec le clap, avec Love, avec Touga. Non, Touga, non. Touga, on a déjà enregistré. Mais je suis très content. Bah merci à toi d'avoir répondu. C'est toi qui sauves cet épisode, je veux dire. Chers auditeurs, chères auditrices, je tenais à dire que j'ai failli quicker cet épisode, mais Suspi est arrivé à la rescousse et pour le plus grand bonheur de Touga, cet épisode est sauvé. Bonsoir Touga, comment tu vas? Ça va très bien et on peut remercier Suspi, hein, bravo à lui, bravo à lui. Ah, merci. Sans lui, on n'aurait pas parlé d'un studio d'animation qui, a un tout petit peu bercé ma jeunesse, on va dire, avec quelques petites œuvres, mais bon, on va en parler succinctement très vite, je pense, sincèrement, on va pas perdre de temps. Et dernier invité, Love My Cinema. Comment tu vas, Éloi? Épisode tu t'en moques de cet épisode en vrai, non? C'est pas que je me moque, mais pourquoi ils ont tous une présentation de fou et moi c'est juste ça va Éloi? C'est quoi ces injustices de fou? Non, mais, Ils sont tous. Jusqu'il a sauvé l'épisode, tout gars c'est l'épisode de son enfance, moi je m'en bats les couilles. Mais c'est une petite présentation de l'histoire. le contrat de l'animation, tu le mérites. Voilà. Tu mérites une petite introduction, pas une grande et élogieuse introduction. C'est juste du racisme, un petit peu. Donc, oui, c'est pas que je m'en fous, c'est que je trouve qu'il y a des. En fait, je suis pas expert en One Piece, Dragon Ball, mais par contre, les films qui sont indépendants des animés, je les connais, donc je parlerai surtout de ceux-là en priorité. Bon, finalement, tu t'y connais un petit peu, donc c'est cool. Ça va ensemble. Je parlerai que de Slam Dunk. Bon bah, on va en parler. Moi, je sais que la Toei, ça me ramène direct à mon enfance sur certaines choses. Je suis pas un grand expert non plus, hein. Mais vous, c'est quoi l'œuvre Toei qui vous a marqué pour la première fois? Celle qui vous a fait rester devant l'écran sans décrocher. Enfin, vraiment celle que vous avez bouffée, quoi. Autant dire les termes. Maître, en tout cas, vu que je sais que j'ai fait un tunnel. J'allais te laisser la main de toute façon. Honneur au nouvel invité. Ah, mais merci. Je me permets. Alors, moi, je dirais Calimero. Parce que c'est une œuvre. Blague à part, c'est vraiment une œuvre de la Toei. Mais du coup, oui, comme tout gars, j'ai grandi avec les œuvres de la Toei. Dragon Ball, évidemment. Le meilleur manga de l'histoire, on peut le dire. Senseiya, One Piece un petit peu. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Mais quelle masterclass! Donc ouais, c'est un studio hyper important pour moi, pour ma vie de geek. Donc voilà, c'est bon, tout gars, je te laisse. Vas-y, déchaîne les passions. Calmez-vous, calmez vos ardeurs, on va y aller tranquillement, pas à pas. Oui, la Toei quand même, pan extrêmement important de ma jeunesse, puisque bon, c'est le studio d'animation où tous les gamins qui veulent rentrer dans les mangas, dans les animes, passent obligatoirement par la Toei au départ, parce qu'il y a une œuvre qui s'appelle Dragon Ball, voilà, qui, je pense, la majorité des gamins ont commencé par cette œuvre. Moi, j'ai commencé avec ça aussi. J'ai commencé avec Dragon Ball, puis Dragon Ball Z. Et donc, bien sûr, la première œuvre qui m'a marqué, le premier OAV qui m'avait marqué
à l'époque et qui était passé à la télé, c'était celui sur la fusion. Voilà, tout simplement la fusion, le combat Goku Vegeta contre Janemba. Celui-là m'avait extrêmement marqué pour plusieurs raisons. Déjà, par le principe même de la fusion, qu'on voyait la première fois les deux protagonistes faire la fusion, le combat de Janemba, la chorégraphie, l'animation, c'était exceptionnel. Et vraiment, ça, c'est l'œuvre qui m'a vraiment... j'étais obnubilé par ça, j'étais complètement happé, j'étais en mode incroyable, enfin, on les voit en faire la fusion. Moi, bien sûr, à l'époque crédule, je pensais que c'était dans le canon de l'univers Dragon Ball Z, mais bon, après j'ai compris plus tard que les films ne correspondaient pas pour la grande majorité au canon Dragon Ball, mais par la suite, il y a eu Dragon Ball au départ, et après il y a eu mon manga de cœur pour toujours, hein, One Piece, mais c'est venu un petit peu après, mais je dois quand même donner des œuvres comme Strong World, par exemple, qui m'ont très très bien marqué, ou Le Baron au Matsuri. Voilà. Pour moi, pour finir, du coup, moi, mes 2 films, voire 3 films qui m'ont marqué de la Toei, c'est vraiment The End of Evangelion, qui est quand même comment pourrait-on dire, un pilier de l'animation japonaise en termes de qualité et qui est reconnu partout. Sinon, pas plus indépendant, mais un peu moins connu, il y a quand même Asura que j'ai bien aimé. Et pour finir, le mythique, le plus connu, Slam Dunk, peut-être le meilleur animé de 2023. Sans vraiment aucun doute, au vu d'une animation qui est fantastique et qui a émerveillé les gens qui sont allés le voir. Et oui, bien sûr, on a les One Piece et tout, mais moi, je suis désolé, je appartiens à la team Naruto. Je ne suis pas un pirate, je ne suis pas un Mugiwara. Donc, je reste loin de ces films One Piece un peu frauduleux. Très, très loin. Calme-toi avec tes films Naruto, là. Non, les films Naruto sont au-dessus de ceux de One Piece. Hein. Ouais, non, arrêtez. Les One Piece, t'en sors encore aujourd'hui. Nous, ça fait 10 ans, on n'a pas eu de film, ok? Hein, donc, oui, justement, la qualité, les gars. Exactement. Naruto The Last. La Japanese capitale. Moi, je suis désolé, mais un film Naruto, tu peux le regarder encore aujourd'hui. Il est incroyable. Le premier film One Piece, tu peux plus le regarder aujourd'hui. Quel film Naruto est marquant? La tour. C'est tellement... Il faut ça. Bien, Naruto The Last. Magnifique. Mais c'est le dernier qui est sorti, c'était le 2017. C'est le plus récent en plus, hein. C'est le dernier. 2017. Et ça, je peux l'accorder. Il était cool. Mais voilà. Mais après, t'as aucun autre qui te retient en tête. One Piece, je peux t'en citer pas mal, hein, déjà. Mais parce que toi, t'es fan de One Piece et Non. Je vais te dire un truc. J'aime bien Naruto aussi. Hein. Je suis assez fan. Mais il y a aucun film à Naruto The Last qui remarque. Hein. Le reste, c'est anecdotique. Non. Je ne te la passer. Critique permanente. Tu n'as même pas cité un titre d'un film. Tellement c'est pas parce que déjà, je suis désolé, je suis pas assez fan pour retenir le nom du film en particulier. Et toi, t'as cité un, et c'est moi qui te l'ai donné en off, le pseudo du putain de film, juste avant. Genre, qu'est-ce qu'il raconte? Le baron à mode souris, tu savais même plus comment il s'appelait. Mode souris, mais j'ai cité aussi Strong World, il y a Z, il y a Stampede, il y a Gold. Mais tu veux que il y a Red. C'est contre un film de film. Non, ça par contre, là, c'est pas un bon film. C'est pas un bon film. C'est pas un bon film. Bien Red. C'est pas un bon film. Non. Tu vois, je préfère encore regarder Les Chevaliers du Zodiaque, la légende sanctuaire, que One Piece Red, tu vois. Et ben, je te rejoins là-dessus. Il est vraiment pas bien, Red. En tout cas, moi, ce qui me ramène à, les souvenirs que j'ai de la Toei, c'est surtout des choses que ma mère regardait, que j'ai regardé moi après. Ma mère a regardé Candy quand elle était plus petite, et Candy, c'est la Toei. Moi, j'ai regardé surtout les Albator. Moi, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ça va mon rêve, c'était vraiment qu'ils disent que sa maman regardait Dragon Ball en Full HD. Ça, c'est mon oncle. C'est mon oncle qui regardait Dragon Ball, mais puis moi après évidemment. Mais moi, c'était vraiment tout ce qui est que je l'ai dit, Albator.
Et puis si je me trompe pas, après j'ai peut-être mal fait mon étude aussi, je suis pas sûr que c'est eux qui ont fait Cobra. Peut-être que je me trompe. Cobra, je crois que c'est eux. Je crois que c'est la Toei. Que tu es Mais faut que je sûr. vérifie. Ouais, je vérifie. Voilà, et puis Mais je crois que c'est bien la Toei. Ça me et dit puis, quelque chose. et puis toutes ces adaptations d'œuvres littéraires connues de Jules Verne qui avaient été adaptées avec des personnages joués par des animaux. Je pensais à le Tour du monde en 80 jours. Je crois que c'était eux aussi qui l'avaient adapté en film d'animation avec des animaux. Donc c'était la même chose aussi. Donc voilà, moi c'est des petits souvenirs comme ça, mais je vous laisse. J'aime bien votre débat. Je suis observateur. Continuez, ça m'intéresse. Tu veux qu'on Et du débatte de coup- quoi, là? Tu vas vraiment. Non, Ça- mais- c'est terrible, hein. C'est intéressant. Non, mais C'est intéressant de parler des autres studios d'animation aussi. Love c'est parlait vrai. de Naruto, de Studio Pierrot. Parce que c'est important aussi de dire que la Toei fait de la merde aujourd'hui. Ah bah voilà, Pour, très bien, les parfait. Slam Dunk. Ouais. Non, c'est vrai que Toei, c'est devenu vraiment moins bien, quoi. Bah, à part Slam Dunk. Vraiment, depuis Slam Dunk, c'est moins bien. Mais en film. On parle pas des films, mais. On est dans un podcast cinéma, en fait. Oh, n'est pas de cinéma, au secours. T'as pas le droit de diverger si j'ai l'impression. Bah, moi je trouve que les Dragon Ball Super, ils sont pas bons non plus, hein. Ils ont une très bonne animation, mais ça, malheureusement, c'est amputé par une histoire, bon. Après, Un peu, quoi. après Dragon Ball, ça fait tellement longtemps que ça existe qu'à un moment, bah, c'est juste qu'il n'y a plus rien à dire. S'il vous plaît, genre, je vous en conjure. Vraiment, Son Goku, il en peut plus, hein. Il est fatigué. Il est fatigué, il est en dépression. Il a Enfin, 68 ans à un moment. C'est la retraite en France. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Pour l'instant. Peut-être que ça va être encore décalé, hein. Ça, c'est encore autre chose. Bon, Non, mais, je sais un... Oh, quand même. Non, par contre, moi, Vas-y. non, mais je vois qu'ils ont sorti beaucoup de films Digimon aussi, par contre, dernièrement. Pas mal de films Digimon. En 2020, en 2020, il y a eu beaucoup de Digimon selon le site où je suis, mais ils ont jamais été très très bien notés, quoi. C'est des films assez random. Ouais, Digimon, je touche Qui pas regarde à ça, moi. Je touche pas à ça, moi, Digimon. Bon, non, mais Digimon, en vrai. Du côté Pokémon, moi, c'est très bien, hein, mais bon. Non, mais le premier film Digimon, premier degré, c'était ok. Et t'as regardé ça, toi? Bah, je suis un grand fan de Pokémon et la concurrence veut que tu regardes quand il y a de la concurrence parce que tu te dis, vas-y, si Digimon il fait un super film et que ça cartonne, ça va donner envie un peu aux studios tels que ceux qui ont produit Pokémon, par exemple, de se bouger un peu le cul, tu vois. Et d'arrêter de faire des films 3D sur Netflix, ils sont horribles. Tu vois, donc, et en fait, j'ai regardé le premier film, il est ok, deuxième film, je me suis barré après 20 minutes parce que l'univers il tenait pas et que les monstres ils étaient tous moches. Et avec du respect, hein, avec beaucoup de respect. Et je trouve que c'est la même chose qui est arrivée à Yokai Watch, et c'est hyper triste. Ça, par contre, c'est un drame. Yokai Watch. Alors, Yokai Watch est une licence sacrifiée. C'est tout. Il y avait du potentiel, il y avait trop de potentiel avec Yokai Watch, mais malheureusement. Ouais, et surtout que le film de 2022-23, je crois, était un bon film. Genre, c'était un bon moment. Ouais, mais personne n'a le voir. Et ça, c'est. Ouais, la licence n'a pas eu de suivi. Donc, je trouve que justement, c'est bien de parler des autres studios aussi japonais et en vrai de vrai, maintenant, on peut carrément dire asiatique au vu de la puissance de l'animation chinoise ou coréenne. Parce que quand c'était les années Dragon Ball, il y avait que le Japon en terrain d'animation. Maintenant, il y a aussi les studios chinois et coréens qui sont en forme. On peut parler aussi des studios d'animation vietnamiens, mais quand même beaucoup plus reculés encore aujourd'hui. Mais ça va arriver dans les années à venir, si la Toei se relance pas, ils vont se prendre des claques. Non, mais la concurrence n'a jamais été aussi forte, hein, ça c'est sûr. Moi, je suis en train de penser, par exemple, ils ont annoncé qu'il y aurait potentiellement un film Solo Leveling qui pourrait sortir. Donc Solo Leveling, très gros animé chinois, je crois de tête. Un webtoon, oui, c'est ça. Ouais, webtoon, mais c'est animé par un studio chinois, je crois, de tête. C'est ça. Oui. Et en fait, s'ils annoncent un film, bah, ça va mettre tellement une culottée à tous les films One Piece et tout. Ça va être phénoménal. Parce que, en fait, l'animation en Asie, c'est bien plus que ça. C'est carrément devenu politique.
le Japon était la carte de l'animation asiatique. La Toei était vraiment un porte-étendard de l'expansion japonaise à travers l'animation. Mais si la Chine et la Corée du Sud commencent à vraiment à mettre leurs pattes dessus, ça peut devenir fatal, que ça soit pour la Toei, mais aussi pour vraiment tout un pays, quoi. Ou je sais pas, hein, parce qu'il y a quand même des studios genre Mappa. Ouais, mais Mappa, ils se sentent un peu tout seuls en ce moment. Je vais pas te mentir. Ils sont pas dans une situation non plus favorable. Bah, en termes de qualité, ils sont exceptionnels, c'est vrai, c'est Mais une des meilleures qualités. mais pas financièrement. Financièrement, Ils sont pas dans la... c'est vrai qu'il y a des rachats potentiels de studios qui pourraient arriver. Et Mappa, T'as quoi? T'as Mappa, t'as Madhouse. Madhouse, ça va. Bones, c'est la même chose. il y a que le studio Ghibli qui tient le coup financièrement, voilà, honnêtement. Mais Ghibli, c'est tellement à part, tu vois. Ouais, Exactement. ouais, mais Ghibli, c'est à part, ça. le seul qui- Ça n'a pas le même rythme de production. Ghibli, c'est vraiment à part. Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est juste pour dire que le seul studio d'animation, quand on parle de film, et on parle pas d'animé, parce que je n'ai pas les connaissances pour parler d'animé, mais en termes de film, le seul studio d'animation qui tient financièrement au Japon, c'est Ghibli, parce que c'est Ghibli. Et que personne... Parce qu'il y a Miyazaki, surtout ça. Attention, c'est pas parce qu'il y a Ghibli que ça marche tous les coups. C'est surtout quand il y a Miyazaki que ça marche beaucoup. Les autres réalisateurs qu'il y avait, c'était plus compliqué. Goro, j'ai plus le nom. Goro, lui qui a fait le... Ouais, c'est ça. Miyazaki, hein, déjà ça marchait. Goro Miyazaki. Oh, mais Terre et Mer, sous-côté. Film vraiment excellent pour le coup, qui a pas du tout été mis juste en valeur parce qu'il est pas au niveau des Miyazaki. Et je trouve que justement, ça a un peu fait le problème de, vu qu'il a porté le nom de Miyazaki, du coup, je crois que c'est son père. C'est son fils. Ça, mais C'est son fils. Du coup, c'est son père, Oui. Miyazaki, Hayao Miyazaki. Du coup, vu qu'il a porté le nom de son père, bah, le film a été trop durement jugé, je trouve. Il aurait pas eu ce nom-là, je pense que le film aurait plus fonctionné, aurait mieux marché dans le cœur des gens. Il a été durement critiqué, mais aussi pour son propre père. Hein. Il y a un documentaire là-dessus. Ouais. Il est dur à regarder. Hein. Il est dur à regarder. Après, tu vois, il y a un empereur, tu vois, c'est l'empereur de l'animation, Hayao Miyazaki. Si t'es pas à son niveau, bien sûr qu'il va juger. Mais il y en a combien des Hayao Miyazaki dans le monde? Genre, s'il te plaît. Moi, j'en vois que 3 au niveau d'Hayao Miyazaki dans le monde, tu vois. Et c'est Et qui que tu encore. vois? Et c'est qui que tu vois à ce niveau? Alors, vous allez m'aider sur les noms. Le réalisateur iconique de Pixar. Brad Bird. Non, réalisateur iconique qui a fait Toy Story 1 et qui est revenu sur plein de films. John Lasseter. Ouais, John Lasseter. Ouais. John Lasseter qui du coup a littéralement lancé l'animation 3D aux États-Unis. Donc je pense que en termes iconiques, en termes d'animation, il fait quand même le poids. Je pense que dans son importance et tout. Et le deuxième, c'est tout con, mais vraiment Walt Disney. C'est bête à dire, mais c'est des studios qui sont tellement devenus légendaires et tellement importants dans l'animation que tu dois comparer Hayao Miyazaki à des gens qui ont révolutionné le genre. Et c'est fou. Mais c'est pour ça que c'est compliqué pour son fils, je pense, de se lancer vraiment dans un film sans se faire critiquer, quoi. T'as même pas cité Satoshi Kon. Mais Satoshi Kon, c'est gros. Mais là, Satoshi Kon est un réalisateur. C'est trop récent. Enfin, c'est trop. Non, mais c'est même pas. C'est une toile filante. Mais il a pas révolutionné l'animation comme Walt Disney. Il a pas révolutionné l'animation surtout. Non, mais j'ai compris. Je rejoins Love parce que en réalité, il a pas totalement révolutionné, mais en fait, il a amené une telle qualité surtout dans ses films que peu de réalisateurs d'animation ont eu, voire même aucun. N'a réussi à le dépasser, mais c'était une étoile filante en fait. Il est parti beaucoup trop tôt en fait. S'il était resté plus longtemps, il aurait été dans la discussion. Et surtout, je suis d'accord avec vous que Satoshi Kon est un excellent réalisateur. Allez voir les films de Satoshi Kon, c'est exceptionnel, mais il n'a pas révolutionné le cinéma d'animation. Comme a révolutionné un Hayao Miyazaki, comme a révolutionné un John Lasseter, comme a révolutionné un Walt Disney. C'est sans aucun doute. Ils sont. Oui, c'est ça pour nourrir le débat.
Ah, c'est vrai, non, mais Satoshi Kon est extraordinaire. Je pense que personne ici ne peut dire l'inverse. Satoshi Kon a fait des œuvres qui, culturellement parlant, sont incroyables. D'ailleurs, ça me fait penser que cet épisode, au final, va se transformer en on va parler plutôt de l'animation japonaise en général, parce qu'on a l'air de partir un peu partout. Donc, ce épisode se transforme officiellement en animation japonaise, si ça convient à tout le monde. J'avais même pas parlé d'un petit film, là. Je voulais parler d'un petit film, là, de la Toei. Ouais, on continue à parler de la Toei, mais vu qu'on part dans les comparaisons et qu'on discute de d'autres, on peut pas, voilà, le débat. Ça s'appellera un débat sur l'animation japonaise, c'est très bien. Mais du coup, moi, il y avait quand même le film. Enfin, c'est assez particulier ce film parce que c'est peut-être le plus grand film musical all time. C'est Interstellar 5555. J'allais t'en parler. C'est la reprise de l'album le plus culte, le plus iconique, le plus grand album d'electro dance music de tous les temps, de Discovery, de Daft Punk, où les mecs, ils ont quand même appelé les créateurs de... on en a parlé juste avant. Quelle œuvre ils avaient fait? C'est fou d'oublier. D'Albator. Voilà, d'Albator. Ouais. Est-ce que tu veux le nom des réalisateurs du film ou pas? Je les ai devant les yeux. Tiens, t'as qu'à les dire, hein, vas-y. Hein. Kazuhisa Tekanuchi, Hirotoshi Risen et Deiseku Nishio. Voilà, je t'aide un peu comme ça. Bravo, merci Love en tout cas. Mais oui, c'est ça, c'est bien les trois réalisateurs. C'est littéralement le film par excellence en termes d'album, en plus qu'un message très important derrière et qui est encore plus véridique aujourd'hui sur l'industrie musicale en tant que telle, avec une animation qui va suivre toute l'histoire de l'album. Vraiment, il dure à peine 1 heure. Tu te reposes, c'est vraiment l'album le plus exceptionnel, le plus extraordinaire, couplé à ce film-là que tu te mates. Oh bah là, expérience visuelle et sensorielle, c'est bon, t'as tout gagné, t'as le combo magnifique, t'as le combo gagnant. Bravo à tous. Merci les Daft Punk pour nous avoir fait vivre ça et de s'être endettés pour avoir fait ça. Bravo. Je sais pas s'ils ils ont été rentables sur ce film, non. Je te dis, ils se sont endettés pour les faire. Hein. Ils étaient pas loin de la faillite, hein, mais justement après ils ont dû faire Human After All, donc leur album juste après et pour se rattraper, hein, parce que sinon ils étaient un peu dans la merde financièrement. Au casting, il y a quand même Thomas Bangalter comme doubleur VF du film, et je trouve ça très drôle, voilà, je le dis. Voilà, les Daft Punk. Bah oui, il a repris, il reprend l'une des voix, l'un des chanteurs du film, justement, ouais, pour faire les voix. Donc oui, forcément c'est une création quand même franco-japonaise, donc c'est important de mettre ça en avant. Bah, en plus, voilà, l'animation on peut dire l'animation japonaise, mais en France, les gens ont commencé à le découvrir vraiment avec le Club Dorothée. Et ça, je pense que ça a été une révolution pour les enfants à l'époque, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais. Par la Toei. Et par la Toei, mais moi je sais que ma mère, mon oncle, enfin mes parents, en fait, c'est comme ça qu'ils ont, avec les Goldorak, avec les Capitaines Flamme, tout ça, c'est comme ça que c'est arrivé, que ça a commencé à s'implanter vraiment chez nous. Et puis maintenant, c'est peut-être, c'est quelque chose qui fonctionne même plus que tout ça, c'est venu. Et tout ça, c'est venu grâce à la Toei, hein, justement, parce que c'était des produits qui étaient pas chers pour les distributeurs français, qui ont donc racheté toutes les œuvres de la Toei, notamment Dragon Ball, etc., qui l'ont mis dans le Club Dorothée. C'est comme ça qu'on a découvert l'animation japonaise, en tout cas pour la génération 80-90. C'était comme ça, c'était avec le Club Dorothée, et par la suite, dans d'autres chaînes plus spécialisées, par la suite dans les années 2000, donc plus de notre génération. Mais c'est quand même la Toei qui a été l'ouverture pour, je pense, 90-95% des personnes au monde du manga et de l'anime. Ah, j'aurais pas dit dans le monde, mais j'aurais dit population française, c'est sûr. Non, mais je dis dans le monde, je parle bien dans le monde de l'animation et du manga. Je parle pas dans le monde global. Je parle bien de la France. Hein, je préfère préciser. Oui, parce que la population française, on est oui, parce que tu vois, par exemple, parce que si je prends mondial, non, ça dépend, parce que les États-Unis, ça arrivait beaucoup plus tard. Il y a eu le boom des années 2000 pour ça.
et ainsi de suite. C'est arrivé beaucoup plus tard. Nous, on était assez privilégiés quand même en France. On était l'un des premiers justement à découvrir l'animation japonaise. On était très chanceux là-dessus. Ouais, et puis l'animation franco-japonaise, c'est une entente qui fonctionne bien. Hein. Moi, je le vois avec un de mes films préférés d'animation franco-japonaise, avec Mutafukaz, qui est réalisé par Sojiro Nishimi et Guillaume Renard. Moi, Mutafukaz. Ouais, Mutafukaz. Mutafukaz, pour le coup, c'est une création belge. Ah non. Ça vient du studio 17 Run. Le film vient Le film, je parle Le film vient d'Ankama Animation et c'est une production franco-japonaise. Mutafukaz. Ouais, le film avec la voix d'Orelsan et de j'ai eu une interview avec le réalisateur du film. Et c'était produit en Belgique par un studio qui s'appelle 17 Run. Il a été distribué par Ankama, mais c'est un studio belge qui a fait le film. Ah bah écoute, tu apprends quelque chose parce que là, sur mes notes, cette fois, ça n'a rien à voir. C'est les producteurs de la BD Mutafukaz, qui à la base initialement est une BD belge, qui en fait se vend plus en France qu'en Belgique, comme beaucoup de produits culturels, parce que la Belgique n'est pas un très très gros support de la consommation japonaise. Et en fait, ça a été distribué par Ankama, mais le producteur c'est 777 Run, et j'ai eu pendant très longtemps un contact avec du coup le studio, parce que j'ai pu parler au réalisateur, parce que c'est des gens qui, comme ce qui est très triste, c'est que les réalisateurs de films d'animation sont pas connus comme les réalisateurs de films tout court, c'est-à-dire parce que pour plein de raisons, mais du coup ils sont moins connus. Et du coup, ils sont plus à la portée des gens et tout. Mais j'ai eu des longues conversations avec lui à l'époque, un an après la sortie du film. Et c'est un studio d'animation belge qui s'appelle du coup 77 Run, qui a fait le film. Et après, les droits de distribution ont été rachetés par Anka. Ouais, bah en fait, c'est pour ce. Donc peut-être que tu as. Ouais, c'est le nom de plume. C'est la distribution qui se franco-japonaise, si tu veux, mais 77 Run. Le film lui-même était en Belgique. Bah en fait, 77 Run, c'est le nom de plume du réalisateur, en fait, de l'auteur. Ouais, mais c'est son studio. Il en a fait un studio derrière. Ouais. Ok. Mais après, Mutafukaz n'a pas du tout bien marché en Belgique. Par contre, il a vraiment bien marché en France. Donc c'est pour ça que et en plus, il y a eu une vraie distribution en France par rapport à la Belgique. Donc ici, il y a tout un flou derrière. Et du coup, on en avait parlé à l'époque. Et il m'avait dit en fait que lui, ça l'embêtait un peu parce qu'il voulait quand même essayer de lancer un vrai truc en Belgique. En plus, avec Orelsan qui est connu dans le monde francophone. Et ça avait pas pris parce que, en fait, les personnes, la population belge, qu'on parle bien de la population belge, n'est pas très très friand des animations japonaises qui sont pas de grands studios. Donc, mais par contre, ça a très bien marché en France. C'est pour ça que des fois, on fait le lapsus. Eh ben merci tu diras cette correction. De soutenir. De quoi? Donc là, tu diras à tes potes belges de soutenir l'animation. Ah oui, non, mais là, vous n'avez pas honte, les Belges? Vous n'avez pas honte? Il faut se soutenir, là. Et c'est pas parce que... c'est pas pour vous voter, hein. Bonne question. Ils ont eu sur TV... Ah, si, peut-être... Si. RTBF, RTBF. Mais après, ça devait être moins récurrent que nous. Ça devait pas être genre tous les matins. Non, c'est pas comme la France, mais je sais pas comment c'était dans les années 80 pour dire. Plutôt 90, parce que je les Belges ici. Ouais, mais fin 80 jusqu'à toutes les années 90, mais ouais. Est-ce que la diffusion était faite? Étant belge, je sais que nous avons toujours 10 ans de retard sur l'innovation culturelle. Donc. Passez tout votre temps à boire de la bière, voilà, c'est le retard. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais du coup, oui, c'est. Mais après, en fait, c'est compréhensible cette erreur-là parce que, en fait, t'as tous les studios belges qui sont littéralement dit qu'ils sont français, et je pense que ça doit saouler les gens. Mais revenons à l'animation japonaise. Bah tu parlais, tiens, vu que tu t'es lancé, parle-nous de Slam Dunk. En vrai. Oh là là, mais Slam Dunk est le meilleur film de l'année 2023 pour une simple raison. C'est que c'est le retour de l'animation au crayon à papier.
et que toutes les scènes, la moitié du film est en noir et blanc, crayon à papier, en mode, au moins tous les flashbacks, peut-être pas la moitié du film, mais tous les flashbacks sont en crayon à papier magnifique. Et c'est un style un peu rétro en termes d'animation. Et surtout, en fait, pendant tout le match, parce que ça, en fait, c'est un résumé un peu de l'animé Slam Dunk, mais surtout de la fin. Et donc c'est compliqué à comprendre pour les gens qui n'ont pas suivi Slam Dunk. J'avais pas suivi Slam Dunk quand j'ai vu le film, je me suis renseigné après. Et en fait, je suis tombé amoureux de ce film parce que littéralement, en fait, tout le film explique un match. Et à chaque tapé de ballon de basket, en fait, on comprend une scène du joueur qui a la balle. Et ça fait littéralement un flashback et c'est phénoménal. Et c'est une animation. Et franchement, je le dis rarement parce que je trouve que le cinéma japonais se fout un peu de notre gueule par rapport au talent qu'ils ont, par rapport à l'animation japonaise en ce moment. Ils ont du talent et c'est énorme le talent qu'ils ont, mais des fois ils mettent pas les moyens, ils veulent produire trop vite, selon les studios bien évidemment. Mais là, quand j'ai vu Slam Dunk, je me suis dit ok, c'est la baffe. Genre je me suis pris une baffe quand j'ai vu le film d'animation Slam Dunk. Eh oui, je te rejoins mon love, bien sûr. Slam Dunk, c'est quand même quand j'avais vu le principe même du film à la base, parce que moi j'avais déjà vu l'animé et lu le manga Slam Dunk, donc j'étais déjà hypé par le projet. Je me suis dit comment ils vont adapter ça en fait. Est-ce que ça va être un film qui va faire une suite, qui va être un prélude, qui va être un résumé, mais ils ont réussi, comme l'a très bien dit Love, à faire en fait. Ils ont pris un match qui était dans le manga. C'est le dernier match. C'est pas le dernier match, c'est l'avant-dernier, c'est la demi-finale. C'est ça qui est assez marrant. C'est la demi-finale. C'est la demi-finale. Ouais. C'est la demi-finale. C'est la demi-finale, mais c'est un peu le match la plus référence de tout le manga. Parce qu'elle encapsule dans ce match toutes les différentes side stories des 5 joueurs principaux de l'équipe. Et en fait, en même pas 2 heures, il te résume 90 épisodes, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est plus de. Et c'est pas indigeste. C'est pas un digeste, loin de là. C'est trop digeste, même. C'est exceptionnel comment c'est digeste. Et c'est vrai que les flashbacks ont l'aspect, ont le style, comme il l'a dit Love, rétro, mais c'est basé sur l'animation de l'époque des années 80 où on ressent le crayonnage, enfin le côté crayonné en hommage justement, et aussi en hommage justement au dessin de Takeshi Inoue, qui était justement le mangaka derrière Slam Dunk. Donc c'est une très belle, c'est une excellente porte d'ouverture pour voir Slam Dunk, qui fait en fait un énorme résumé de quasiment les 2/3, voire même les 3/4 du manga. C'est quand même très très fort. Ouais. Après, par contre, je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas d'accroche avec le cinéma d'animation japonais de sport n'apprécie pas du tout le film, tu vois. Ouais, mais je pense que Slam Dunk se laissera beaucoup plus tenter par les néophytes parce que il n'a pas le côté spectaculaire. Slam Dunk est l'un des seuls mangas de sport qui n'intervient à aucun moment un côté magique, un côté extraordinaire, que ça soit du côté que ça soit du côté d'Olive Tom, de High Shield 21 par exemple, de IQ si on prend un peu plus récent, même de Kuroko's Basket, qui utilisent des mécaniques de pouvoir, de power level, etc. Que en fait Slam Dunk c'est des mangas de sport comme Hajime no Ippo qui se base uniquement sur le sport en lui-même. Brut, et c'est pour ça que c'est aussi le meilleur manga de sport de tous les temps, et bien sûr le meilleur manga de basket. Voilà, tout simplement. Il arrive à rendre le basket ultra passionnant et surtout ultra accessible. Ouais, ça m'a donné envie de le voir. Exactement. Tu peux y aller les yeux fermés. Il fait partie, franchement, des 3 meilleurs films de la Toei. Oui, complètement. Il n'y a même pas. Il y a des films dans le jeu. Non. Mais c'est pas comparable. Tu peux pas d'un bon film, en fait. Voilà.
Moi, Dragon Ball Fusion, Dragon Ball Broly, Mais incroyable. Le premier, hein, parce qu'il y a des. Dragon Ball Broly, par contre, non. Sur 93. Dragon Ball Fusion, je Bah, l'ai pas c'est vu, je l'ai pas critiqué. Et tu arrêtes pas de répéter carotte, carotte, carotte. Et mieux que Scannock. Non, arrête. Faut se calmer 2 minutes, hein. Faut se calmer 2 minutes un petit peu. Hein. Mais non, il Une est différence incroyable. de niveau. Mais leur meilleur film, ça reste The End of Evangelion, même si ils l'ont distribué. Mais ça reste le meilleur. Ils l'ont distribué, ils l'ont pas produit techniquement. Mais moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où ils ont distribué et qu'ils ont pris le risque, c'est leur film. ouais, mais tu vois, ça fait un peu que Ils ont pris le ça- risque financier. ça fait un peu comme l'épisode où t'es pas venu, hein, ça fait un peu comme la Warner, hein, où la Warner, ils ont fait pareil, ils ont beaucoup distribué, mais ils ont pas fait le film. Tu vois? Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où tu prends le risque de le distribuer et que tu mets les moyens financiers, je pense que dans tous les cas, tu peux le compter. C'est pas comme si c'était Ankama qui juste distribuait les droits en France. Non, mais tu ce qui est sûr, c'est que t'as Ça, pas c'est pris de différent. risque. C'est sûr, c'est que t'as pas pris de risque à venir à la Warner, ça c'est sûr. Bon, Bien dit ça. Bien dit ça. La honte, vraiment. vois. Je vais jamais revenir, en fait. Fallait venir avant, hein. Ça, on va éviter tout problème. Hein. J'ai des TikTok à faire, en fait, monsieur. non, mais Je vais y aller. non, mais voilà, on parle de film. Mais moi, bon, je sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'avais vu l'animé quand il était en épisode. Et en 2013, ils ont sorti le film d'animation Albator, Corsaire de l'espace. Est-ce que vous l'avez vu? Oh là là, non. Je fais pas partie de la catégorie qui ont vu Albator. Donc, C'est nul. Pas ma génération. Donc, le film, 2013. il est nul. Non, c'était nul. Oh, le film, il est horrible, le film de 2013. C'est marrant parce c'est que pas moi, bien. tu vois, c'est marrant parce que moi, ça m'a rappelé quand j'étais gamin et j'ai adoré, tu vois, j'ai trouvé ça, parce qu'Albator, c'est un personnage qui a une aura incroyable et ça m'a réchauffé le cœur, on peut dire ça comme ça. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui aiment Super Mario Galaxy, tu vois. Moi, je vais le voir, je sais que je vais adorer parce que Super Mario Galaxy, c'est un univers que je connais, que je vais aimer et tout. Tu vois, il y a de la nostalgie et de plus, je connais les codes de l'univers. Mais moi, j'ai regardé Albator 2013 quand j'avais 9 ans et que je ne connaissais pas Albator, du coup, parce que c'était un film d'animation qui passait au cinéma. Et moi, j'adorais l'animation quand j'étais petit. Et je l'adore encore. Et en fait, tu regardes le film et c'est vraiment... tu comprends rien, tu piges rien et c'est pas bien, quoi. Ouais, C'est un film fait pour les fans de Albator, quoi. ouais, Genre, c'est pas un film qui est fait pour les autres, quoi. un peu comme le film Senseiya et les Chevaliers du Zodiac qu'ils ont fait après, c'est pareil, hein. Ouais, c'est exactement pareil. Ils ont saccagé leur. En 2014, l'année d'après, ils l'ont fait en version, ils l'ont fait en animation en 2014. Et un an après Albator, ils l'ont fait. C'était pire que Netflix sur les Senseiya, donc C'est pas faux. s'il vous plaît. Ah non, mais s'il vous plaît, qu'on respecte quand même le Senseiya de la Toei, hein, parce que franchement, ce qu'a fait Netflix, c'est horrible. Bah, Netflix, ils ont, de toute façon, c'était l'animation 3D, là, dégueulasse, là. de 2014. Ouais, ouais. c'est horrible. Oh non, l'enfer, ça. Oh, l'enfer, cette merde. Il y a le film et la série Netflix. Les deux, de toute façon, c'est. Oh, non, mais faut pas parler de. Non, le pire film Netflix, dans tous les cas, c'est le Pokémon premier film qui est adapté en 3D. Genre, c'est plan pour plan le même film, mais juste ils ont mis en 3D. Oui, c'est le film Mewtwo, là, en 3D dégueulasse, là. Ouais. Oh, Il y a yo. aucun intérêt. En plus, il est moche, hein. La 3D est moche, hein. La 3D Ouais, très franchement, ils nous ont vraiment chié dessus pour le coup. Oh, Bah, encore des flashbacks de cette merde. Tu vois, Netflix, pour moi, jusqu'à maintenant, en adaptation d'animés connus qu'ils ont refait, à part One Piece, qu'ils ont, je trouve, bien réussi pour l'instant, ils ont Death Note, ils l'ont détruit en film. Ils ont tout détruit. Hein. Après, Ils ont non, tout détruit, hein. en vrai, non, One Piece s'en sort un peu bien. Cowboy Bebop, ils s'en ont sorti, hein. Non, non, ne parle pas de mon animé préféré all time. C'est ignoble. Cowboy Bebop Netflix. C'est ignoble pour toi, mais pour un regard extérieur, ça va. non, C'est pas descriptif. Non, mais c'est pas au niveau de Death Note. Non, mais ça peut pas être au niveau de Death Note. Non. Et tu connaissais déjà Death Note avant? Oui, je connaissais Death Note. Mais là, je connaissais. Eh ben, je peux te dire que c'est la même chose en termes d'adaptation. Cowboy Bebop entre l'animé
et Netflix. C'est ignoble. En plus, c'est faux. Ils ont pas tout raté parce qu'ils ont adapté Alice in Borderland. Et ça va. Les 2 premières saisons sont très bien pour le coup. Ouais, les 2 premières saisons, je suis d'accord. La 3e, je l'ai même pas encore fini, tellement j'ai du mal. Bah ouais, mais après, ça c'est Netflix à faire des séries à rallonge. Mais la première saison de Alice in Borderland, pour le coup, c'est vraiment une très bonne série. Très bonne saison. Tiens, en parlant d'adaptation, on n'a toujours pas parlé de Logi adaptation. Hein. Et il vient de la Toei. Hein. Il vient de la Toei quand même. Il faut qu'on parle quand même de Dragon Ball Evolution. Hein. Oh non, Faut qu'on parle de ça. Non mais Suspi, il a pris du temps. Suspi, il est pas avec sa famille pour parler avec nous et tu veux parler de Dragon Ball Evolution. Non mais attends. Non mais attends, si on reprend les choses très clairement. Dragon Ball Evolution nous a montré la voie. Hein, ils nous ont montré la voie de la merde. Mais au final, est-ce que Dragon Ball Evolution n'est pas si mauvais comparé à toutes les autres merdes qu'on s'est bouffé depuis? Franchement, Non, t'es dans la bulle, là. Parce qu'au final, Je crois que t'es barré, là. regardez du foot pour se mettre Dragon Ball. Regardez du foot et se monte. Oh, même le avatar de Ned Shalaman, il est mieux. Oh, non. Et en plus, le pire, c'est que là, tu parles de Dragon Ball Evolution, hein. Mais là, le réalisateur de Spider-Man Brand New Day, il a annoncé que son prochain film, c'était Naruto live action. Hein. J'ai très peur. Non, j'ai hâte non. J'ai hâte de détruire Naruto. J'ai hâte. Et la série Naruto live action, hein. Sponsor par Netflix, hein. Ah ouais. Il reste contre One Piece tous les ans. Ça va être une année One Piece, une année Naruto en live action, hein. Je t'ai dit. Non, qui va être la plus grosse bouse entre One Piece live action et Naruto live action? Là, on vient se frotter. Il est bien, c'est juste qu'il coûte trop cher. Il est mid, quoi. Il est très mid, mais ils sont très bien comparés aux autres. Ouais, bah, C'est impossible d'adapter One Piece. Et moi, je pense que Impossible d'adapter One Piece. le Naruto en version live, il sera aussi pourri que le Dragon Ball en version live. Hein. Non. C'est impossible à adapter. Non, ils vont réussir, là. One Piece, au final, c'est mid, mais c'est adapté. Mais parce que c'est plus facile. Mais non, ça ne peut pas être adapté, Naruto. Ça peut, hein, techniquement. Et pas du tout. T'adaptes comment à Naruto? Ils passent leur temps à faire des culbutes. Non, mais des saltos tous les 3 minutes entre les arbres. Non, pas dans la première partie de Naruto. Dans la première partie de Naruto, c'est possible. Dans la deuxième partie, ça part trop en Dragon Ball, là, c'est impossible. Mais dans la première partie, je suis désolé, tu peux jouer sur des techniques de substitution, kunai, de lancer de kunai, etc. Tu peux t'en sortir un petit peu. Non, même, regarde, rien que l'histoire de Sasuke et d'Itachi, il faudrait une saison pour l'adapter. Ah bah ça, qui se démerde, hein. Mais qui se démerde, hein. Comment ils vont faire, hein. Je te rappelle que les transports dans One Piece, ils sont sur un bateau, Mazel Tov, ça navigue. Dans Naruto, ils passent de branche en branche en faisant des saltos. Ce n'est pas adaptable. Genre, ce n'est pas possible. Ils ont voulu l'adapter, mais ils se démerdent maintenant. Imagine Jacob Elordi en Dark Sasuke entre deux arbres. Magnifique. Ah putain, et les marques de blanc. Putain, mais je veux voir tellement ça. Non. Imagine, c'est Kevin Ramsey en Kakashi. Non, mais j'ai envie de mourir. Non, c'est n'importe quoi. T'as des visions de l'Europe, toi, hein. T'as des visions de l'Europe. On te laisse en tant que casting, toi, hein. C'est pas possible. Faut pas que tu sois directeur de casting, toi. Alors des problèmes, hein. Non. Ça va, je demanderai à des youtubeurs, au moins je ferai des jeux. Mastur Inata. Oh là là. Mais non, mais c'est impossible d'adapter Naruto. On va raconter des bêtises là. Bah quand même, tu vois. C'est jamais, hein. Tu sais tout. Maintenant, franchement, maintenant, je me prononce plus parce que il y a tout qui peut arriver maintenant. Tout. Je suis plus. Ouais, tout peut arriver. Mais par rapport à One Piece, en fait, tous les moments sur les bateaux, c'est pas. En fait, à partir du moment où Luffy n'utilise pas un pouvoir, c'est adaptable. Genre, il faut les décors et tout, ça coûte hyper cher. Bah, non, mais en termes de scène, à partir du moment où Luffy n'utilise pas un pouvoir, c'est facile à adapter. Sanji, c'est des coups de pied. Zoro, c'est d'épée. Nami, elle a une carte. Ouais, mais ok, très bien. Il y a que Super qui fait un peu mignon, tu vois. Dans ce cas-là, je te rejoins. Ça veut dire que quand on va arriver
bon, j'espère ne spoiler personne à la personne qui nous écoutera J'ai vu que 330 épisodes. J'ai vu que Non, mais quand ils vont arriver, Il est jusqu'à Skypia, le fou, là. quand ils vont commencer à utiliser le fluide et tout, ça va être impossible à mettre à l'écran, c'est ça que t'es en train de Le dire. hacking. Le hacking. Ah, Barbe blanche. Comment... Allez, adapte Barbe blanche. Allez, vas-y, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. là. Non, Vas-y. ça va, ça sera juste un géant. Ils l'ont bien fait avec les géants Elbaf. Ça va, les géants Elbaf. Non, mais c'est pouvoir. Comment adaptes-tu ses pouvoirs? Le mec, il déforme l'espace temps s'il a envie. Non, mais faut se calmer avec les plaques tectoniques. Bon, calme-toi à 2 minutes. Dans ce cas-là, quand ils vont arriver bien plus loin, s'ils le font, ils vont avoir du mal à mettre à l'écran, ils vont avoir du mal à mettre le Galaxy Impact Garp aussi. Hein. Ça va être impossible à le mettre. Déjà, je te retire tout de suite. Je crois que ça a été dit et énoncé qu'ils vont pas adapter toute la première partie. Ils vont même s'arrêter, je pense, vers Skypia Water 7, je crois. Ils vont s'arrêter là. Skypia, ils vont pas le faire. Skypia, ils vont pas le faire. Donc ils vont même pas aller jusqu'à Marineford. Ah non, ça va prendre beaucoup trop de temps. Les acteurs auront déjà plus l'âge d'incarner leur propre personnage. T'imagines Luffy dans 3 ans, il doit être à Marineford pour sauver Ace. Bon, à un moment, ça va être compliqué. Parce qu'en plus derrière, en fait, je pense que la série va permettre de faire un tremplin entre l'animé là qui est toujours en cours et l'animé remastered. C'est surtout ça, je pense, qui sont en train de faire. L'animé remastered qui va être exceptionnel parce qu'il va juste enlever tous les épisodes qui servent à rien. Ils vont enfin juste adapter structo sensu les tomes. Enfin, vraiment, les tomes, c'est quelque chose. Les tomes, c'est quelque chose. Mais bon, ils ont toujours pas annoncé cette date, hein. Et on connaît Netflix, hein. On connaît le traitement de Netflix sur les animés, hein. Jojo Bizarre Adventure, bon, je sais pas ce qu'ils ont encore foutu. Je sais pas si c'est foutu avec Steve Run. Je sais pas si c'est avec Steve Run, mais c'est quelque chose, hein. C'est catastrophe. Non, mais Seven Deadly Sins aussi, c'était horrible, ça, à la fin. Ah non. Non, mais c'est ça le problème. C'est ça que j'ai très peur avec Netflix. Moi, j'ai confiance parce que Oda a un regard sur ça. Oui, bah, là, j'ai karma là-dedans, hein, parce que j'ai plus trop confiance là avec ce qui se passe avec Jojo, Seven Deadly Sins juste avant. Bon, voilà, quoi. Tu sens l'entourloupe arriver, quoi. Ça fait 3 ans déjà que l'annonce a été faite, hein. On attend toujours, hein. Ah oui, mais en même temps, s'ils doivent refaire tous les épisodes, ils vont pas faire arc par arc. Je crois qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient plusieurs arcs d'affilée. Donc s'ils doivent littéralement refaire, parce que les premiers épisodes de One Piece sont ignobles à regarder. Hein. Oui, peut-être à regarder maintenant, mais à l'époque c'était magnifique, mais maintenant. Oui, mais à regarder maintenant, parce que là, c'est. Je vais te dire quelque chose. Naruto est plus ignoble à regarder en termes d'animation que One Piece. Hein. Ça a été. Premier épisode, c'est totalement faux. Tu regardes un épisode franchement, tu regardes le combat Naruto Sasuke contre Haku et tu regardes le premier combat de Luffy contre j'ai plus le nom Arlong, Baggy, qui tu veux? Le premier méchant de l'arc, le 10 Blue. Ça s'appelle comment le méchant? C'est un crocodile comme ça. Ah mais c'est le premier épisode, c'est un monstre des mers, ça. C'est un monstre des mers. Non, je te parle du premier méchant le dernier méchant de East Blue, le boss final. Oui, Arlong. Le boss final. Arlong. C'est Arlong. C'est un homme poisson. Je te jure que le combat, ouais, Arlong, le combat, il est ignoble. Et je l'ai regardé il y a peu de temps. Il est ignoble à regarder. L'animation est désastreuse. Et vous, cher auditeur, il est meilleur du côté de One Piece que du côté de Naruto. Et vous, chers auditeurs et auditrices, vous êtes plutôt team One Piece ou team Naruto? Dites-le nous en commentaire. Il n'y a que ça rien à voir avec l'animation japonaise. Ouais, c'est clairement Naruto en termes de qualité, faut pas déconner. Non, en termes de qualité, faut pas déconner. One Piece, c'est quand même. C'est toujours en cours. One Piece, toujours exceptionnel. Là, les derniers épisodes de One Piece, c'est exceptionnel. Et Suspi, le pauvre, il n'arrive même pas à en placer une. Non, parce que je vois que c'est un débat entre Naruto et One Piece. Bah, désolé, moi, je suis team Naruto. J'ai plus de souvenirs d'animation exceptionnelle du côté de Naruto que dans One Piece. Hein. Bah, écoute, moi, je suis team One Piece, donc je suis du côté de Touga, je suis désolé. Ah, voilà. Bon, après, est-ce qu'on a vraiment envie de faire confiance déjà à eux deux, qui sont fans d'un chapeau de paille? Moi, je pense pas.
Voilà. Oui, tu préfères être fan d'un mec en jogging Adidas avec un bandeau sur sa tête. T'es en train de me dire ça. Et qui, on sait pas, a peut-être fait une décoloration. Ça se trouve, il a les cheveux noirs de base, c'est un menteur, tu vois. Voilà, il a une décoloration et en plus il a des poils de chat sur ses joues. Oh, toi, il a même pas d'habit. Il est obligé de prendre les vêtements de Nami. Qu'est-ce que tu me baragouines? Comment ça, les vêtements de Nami? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il baragouille? Littéralement, au moment de, putain, comment ça s'appelle, Wapol. Je sais plus comment s'appelle cet arc. Oui, le roi Wapol, oui. Ah, mais Little Drum. Ouais. Little Drum. Ouais, quand il est à Wapol, quand il est à Little Drum, du coup, le royaume du roi Wapol, quand il veut monter, aller voir l'infirmière, et vraiment, il dit, je n'ai pas de vêtements, j'ai froid, il prend le manteau de Nami. Donc, ton personnage n'a même pas assez d'argent pour s'acheter des vêtements. En même temps, c'est Mais parce que Nami, c'est Nami qui garde l'argent, qui garde tout l'argent. Mais Nami, c'est l'URSSAF, elle taxe tout le monde. C'est normal. Et en plus, elle te demande 300% d'intérêt en plus. Comment tu veux faire? C'est pour ça qu'on l'appelle la chapardeuse. C'est la garce parfaite, Nami. Voilà, on n'en peut plus. Et 300% d'intérêt. C'est normal qu'il est pauvre. Pire que Macron. Moi, je suis team Robin, tu vois. Je suis pas team, je suis team Robin et pas team Nami de base. Je préfère Robin, tu vois, c'est pour ça. Un homme de goût. Un homme toujours de goût. Bien Voilà. sûr, team Moi, je Robin. préfère Vivi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tu préfères qui? Ouais, Vivi. bah. Putain, Et t'es homme quand tu croiseras Beau à Hancock, tu nous en reparleras. Oh là là, ça part en cacahuète. On parle c'est comme tous ces gars. Moi, je veux parler de Dragon Ball, je veux parler de Bulma. Et voilà, il est content. Bah, vas-y, ouais. Bah, parlons de Dragon Ball. Allez, on va peut-être finir cet épisode sur. Est-ce que vous avez des choses à rajouter en vrai? Je suis essoufflé là, Ouais, mais vu que le débat était fait surtout entre deux au final, entre Touga et Love, parce qu'ils se sont envoyés un peu des pics, moi j'aimerais t'entendre un petit peu parce que tu t'as pas pu en placer une là depuis quelques minutes, mon pauvre. J'ai plus les mots en fait là. Je sais pas quoi dire. Dragon Ball là, c'est de la merde, voilà. La Toei ne vit que grâce à One Piece et Dragon Ball, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc en gros, alors voilà, ça m'amène à un débat que je lance. Quand One Piece sera fini, parce que One Piece sera fini un jour, je l'espère que Plutôt Oda. possible. Non, ça non. Mais Oda, j'espère qu'il arrivera jusqu'au bout. Avant qu'on meure, SVP. Hein. Voilà. Est-ce que une fois que One Piece sera fini, est-ce que ça pourra signer la fin, une fin entre guillemets de la Toei? Est-ce qu'ils vont arriver à faire sortir d'autres franchises aussi immenses que ce qu'ils ont pu faire avant? Moi, je pense que non. Moi, je pense que c'est peut-être. Ils ont eu beaucoup de chance que juste après la fin de Dragon Ball, ils ont eu One Piece. Mais je sais pas qu'est-ce qui va reprendre la relève de One Piece derrière. Je sais pas quand. Bah Dragon Ball, comme il dit, c'est Dragon Ball qui va continuer. Il a raison d'une certaine manière. Hein. Ça fait plus de 30 ans que c'est fini. En fait, ils vont reprendre. Mais c'est un cycle sans fin. En fait, t'as pas compris, mais genre, à la fin de One Piece, Luffy va avoir un enfant. Et en fait, ça va s'appeler genre One Piece The Next Piece. Non, ce sera Two Piece, les gars. C'est Two Piece, les gars. Et Netflix va sortir un live action, il va le sortir en même temps. Two Piece, à pas confondre avec Tupac. Continue, hein, comme Dragon Ball. Hein. C'est vrai que Toei, c'est vraiment le seul studio qui est dépendant vraiment de ses œuvres extrêmement rentables. C'est vraiment le seul studio qui est comme ça. Si, il y avait le studio Pierrot avec Naruto et depuis ça s'est cassé la gueule. Et Bleach. Il y avait Bleach mais maintenant Bleach est revenu donc ils sont un peu plus contents Pierrot. Mais c'est vrai qu'il y avait Naruto avant. Mais le Toei, je pense qu'ils vont faire une même trajectoire que Pierrot. Dès qu'ils vont plus avoir One Piece ou dès qu'ils vont plus avoir Dragon Ball, ça va se casser la gueule. Hein. Ça va se casser la gueule fort. Sauf s'ils chopent une autre licence, mais c'est les autres studios qui les ont en fait. Mais oui, Kaizen, c'est Mappa. SNK, c'est Mappa. Non, n'importe quoi. Attends, je dis des bêtises. Merde. SNK aussi, c'est Mappa. Maintenant c'est terminé. Donc. Oui, et on sait jamais.
Oui, on sait jamais, un prélude, une connerie du genre, peut-être. On ne sait pas. Mais oui, c'est clair que la Toei est vraiment dépendante de ses œuvres. Dragon Ball, One Piece, tout comme l'a Ouais, été Pierrot avec Naruto et Bleach. et, Même si elles se sont dépendante de Bleach, ses mais- œuvres, et puis dépendante aussi derrière en étant dépendante de ses œuvres, elle est dépendante aussi de tout le merchandising, de tout ce qui est fait autour. Parce que même si c'est, là, je pense qu'en ce moment, il y a un énorme phénomène autour de One Piece et les cartes One Piece. Alors, c'est pas distribué par la Toei directement, mais la Toei il doit forcément y retrouver son compte aussi, derrière. Ça fonctionne grâce à tous les produits dérivés et tout ce qui en sort derrière. C'est une franchise. Voilà. Ils vivent que par leur, effectivement, vous avez raison, ils vivent que par leur franchise, et chez Dragon Ball, en fait, c'est du recyclage, hein. Moi, très clairement, Dragon Ball Super, il n'y aurait pas eu, ça me changeait rien pour moi, hein. Enfin, voilà. Ils sont tellement liés à Dragon Ball qu'ils vont faire le remake de DBS, puis faire la suite. C'est complètement dingue, hein. Ah, l'avidité, hein. Ah, quand t'es avare comme ça, tu peux plus t'en dégager, hein. Non, mais c'est que ça marche. C'est ça le problème. Non, C'est que les gens, oui, c'est le poule aux yeux on d'or. va regarder. C'est la poule aux yeux d'or, hein. ils feront peut-être un Dragon Ball à la maison de retraite quand t'auras Bulma et Son Goku qui seront très vieux et il arriverait même pas à sortir un Kamehameha, ça ferait une petite boule qui tombe, tu vois, non, mais c'est bon. Ils vont épuiser, de toute façon, ils vont y aller jusqu'au bout, ils vont creuser jusqu'au fond, jusqu'à creuser leur propre tombe, peut-être, hein. Peut-être que ça peut disparaître un jour, la Toei, hein. Ou être acheté. Ça dépendra ça dépendra de l'œuvre. Enfin, ça dépendra surtout comme on a dit, des œuvres manga qui vont arriver par la suite. Parce que là, on a la New Gen et qui est déjà en place avec tous les studios qui sont là. Il faudra attendre peut-être une nouvelle pépite, un nouveau shonen neketsu qui va arriver, on ne sait pas quand, on ne sait pas qui pourrait reprendre la relève, quoi. Ouais, ou ça va être acheté. Ou ça va être acheté. Oui, aussi, ça peut être acheté, mais ça va dépendre des œuvres futures. Oui, parce que c'est leur ligne édito, hein, c'est le shonen neketsu, parce que t'as plein de studios qui sont spécialisés dans un genre particulier, le seinen du côté plus adulte, du shoujo pour plus des mangas féminins, du shonen du coup pour les mangas ados classiques qu'on connaît, Dragon Ball, One Piece et Naruto, etc. Donc voilà, il faut qu'aussi derrière, en tant que manga shonen neketsu, ça marche, quoi, parce que sinon t'as des studios qui vont mettre la clé sur la porte, hein. Les Toei s'en sort bien, et pour combien de temps encore? Ah, bah, en tout cas, merci pour ce super échange, hein. L'épisode arrive à sa fin. C'est le petit instant promo maintenant, le clap dans les apps, ça se passe comme ça à la fin. Chacun a son petit instant promo. Suspi, tu peux commencer. C'est la première fois que tu y participes, donc tu es à l'honneur de parler des projets en cours, ou fais ta promo. Fais-toi plaisir. Ouais, je suis très ému là. Donc vous pouvez me retrouver sur Insta Soupir en Technicolor. Vous pouvez me retrouver aussi en podcast sur Obsession sur pellicule. D'ailleurs, vous êtes invités tous les trois un jour. Ah, si le dieu du podcast se le veut. On espère que ce dieu du podcast t'écoute. C'est Love, le dieu du podcast, donc j'espère qu'il... Love. Ah oui. T'as entendu? Le dieu du podcast. Non, putain, non, tu lui as donné un gros boulot. Oh là là, vous allez vous démerder pour le prochain épisode. Le clap, tu dois me présenter comme étant le dieu du podcast. Pour le prochain, voilà, je te le dis. Bah, pas de soucis. Non, ça sera... Pas de soucis, avec grand plaisir. Non, mais j'y crois pas. Je sais pas. J'ai quitté la production, en fait. C'est pas possible d'entendre ça. Ça me. Je sais même pas pourquoi j'ai été cité dans cette question. Je n'avais même pas parlé à ce moment-là. Non, mais t'inquiète pas. Avec ça. Tout gars, j'aurai une surprise pour toi, t'inquiète pas. Ah, putain, j'adore les surprises. J'attends ça. Voilà. Et voilà. Je laisse la parole au dieu du podcast et à Touga. Accessoire. Bon, allez, c'est bon. C'est bon. Suffit, je te respectais jusqu'à maintenant, mais là, va te foutre. Là, je préfère moi juste à Naruto, c'est tout ce que tu mérites.
Allez. Ah oui, enfin, la vermine tougazienne. Non, Ouais, me parle pas comme ça, t'es un dieu toi pour parler comme ça, t'es une merde, voilà. Ah oui. Je blasphème, j'en ai rien à faire. Je blasphème, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez retrouver Ciné-Touga. Je suis en train de faire ta promo, me pique pas. Vous pouvez retrouver Ciné-Touga sur son compte Instagram. C'est super intéressant. Il fait des super captures d'interviews, dont celle d'Avatar. Et il est aussi sur TikTok avec sa review de Spermageddon. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon moment. Il a aussi 2 podcasts, dont un à travers le projecteur qui est vraiment moins bon que le deuxième. Les cartons de cinéma que je suis dedans. Et voilà. À toi, Touga, pour ta petite promo. Bon, je vais reprendre tous les propos de Love et rétablir un peu cette vérité. Déjà, Spermageddon, c'est de ma faute. Oui, bien sûr. Oui, Spermageddon, déjà, c'est la faute de Clap, mais grâce à lui, j'ai pu avoir un maximum de vues sur cette vidéo de l'enfer, et ça me dégoûte. Mais bien sûr, oui, comme l'a dit Love, hein, voilà, vous me retrouvez sur Instagram, bien sûr, je ne fais pas que des reprises d'interviews, ça c'est terminé, c'était un petit pan vraiment pas ouf du compte, mais ça c'est passé. On est plus là, on fait plus des vidéos sur des statistiques, sur des années en 82 que j'avais déjà fait un petit peu. Là j'ai parlé récemment. Donc, Oui, mais on n'est pas sur un arc très long, quoi. C'est pas One Piece, quoi. on n'est pas. On n'est pas sur un arc très long, en effet. Mais il y a des vidéos qui sortent, peut-être qui seront prévues non pas très longtemps. Il y a aussi 2027, peut-être 2028, on ne sait pas. Mais il y a aussi les podcasts, hein, comme l'a dit Love, voilà, les cartons du cinéma, un podcast très détente, très dans la gaulerie. Tout simplement, on parle de plein de sujets différents du cinéma. Voilà, on se prend pas trop la tête. Un podcast fun à la détente, plutôt tranquille. Et ensuite, il y a à travers le projecteur qui a repris il y a pas si longtemps. On avait repris avec l'épisode de Spider-Man. Justement une trilogie là du coup qu'on. Bon, c'est comme le budget pour la promo là. Parce que là, ça va venir. Avec toi là, le dieu là du cinéma là, le dieu du podcast là. Ça devient long. Est-ce qu'on peut faire comme au César et mettre la musique là, s'il vous plaît? Non. Donc à travers le projecteur, on a repris. Le documentaire. Oh. Moi je te respecte pas. Moi je parle. Moi je parle quand je veux. Donc pour finir, à travers le projecteur, voilà, on a repris il y a pas si longtemps après 5 mois de pause. Là, on est sur une trilogie d'épisodes spéciaux sur la trilogie de Sam Raimi de Spider-Man, pour parler aussi de mon film préféré, Spider-Man 2, qui va sortir normalement pas très longtemps après la sortie de cet épisode-là, normalement, ou même qui est déjà sorti. Et ensuite Spider-Man 3, où vous pourrez retrouver d'autres invités. Et ensuite, on reprendra le cycle classique avec plein d'invités qui parleront de leur film préféré. Voilà le but du podcast à travers le projecteur, qui est quand même beaucoup plus travaillé, plus sympa que les cartons du cinéma. Voilà, j'ai fini. Eh ben, écoutez, merci à vous. C'était Hugo pour le Cap Savoyard. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute, Amazon, Apple Podcast, Spotify, Deezer, sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide pour le référencement. Et on se retrouve très très bientôt, et on se laisse sur une petite musique qui fera plaisir à Love. C'est une Nepo Baby, mais nous on n'entend pas. Voilà, et en tout cas, comme à chaque fois d'épisode depuis 2 épisodes, je pique la phrase de fin de Touga. Bye tout le monde! Il va bien lui.